On termine 2025 ensemble. Salut à toutes et à tous. Salut Ingrid, salut Anya. Salut. Salut. Donc vous avez entendu qu'aujourd'hui l'équipe d'Inner French est au grand complet pour faire ce qui est en train de devenir une tradition année après année, notre épisode bilan. Autrement dit, on va vous dire un peu ce qui s'est passé pour nous cette année et qu'est-ce qu'on va leur raconter d'autre. On va faire quelques recommandations, comme c'est vrai que c'est devenu une tradition, nos coups de cœur de l'année, les livres, les podcasts qu'on a bien aimés. Et puis on parlera peut-être un peu de 2026 aussi. On va vous parler aussi de nos projets perso pour l'année prochaine et de nos projets professionnels chez Inner French. Exactement, les projets pour 2026. Bon, on y va ? Yes. C'est parti. Donc, dans cette première partie, on s'est dit qu'on allait vous raconter un peu nos vies personnelles, parce que c'est vrai qu'avec Hugo, de temps en temps, on glisse certaines informations, mais de manière générale, on ne vous raconte pas les détails. Bon, on va pas non plus tout raconter aujourd'hui, mais on s'est dit qu'on allait faire un petit bilan de l'année. Donc, je me lance pour commencer. Moi, en fait, 2025, ça a été une année, je dirais, assez cool, assez tranquille et en même temps assez exceptionnelle pour moi, puisque vous savez, je suis habituée à beaucoup voyager et quand on voyage beaucoup, on n'a pas beaucoup d'ancrage, d'habitude où on fait pas beaucoup de choses qui demandent du temps, puisque d'habitude mes temps libres ont été consacrés à faire des visites de nouvelles villes, à découvrir de nouvelles cultures, etc. Mais fin 2024, je suis rentrée à Toulouse après un long voyage et en fait en 2025, j'ai pu m'ancrer. Alors ancrer, A-N-C-R, c'est un verbe donc qui s'inspire du domaine maritime, puisque ce sont les bateaux qui s'ancrent normalement. Quand on arrive au port, on lance l'ancre et puis ça permet de bien fixer le bateau. Le bateau Ingrid, cette année, s'est bien ancré dans la ville de Toulouse. Et c'est vrai que ça a été une année assez sympa, pendant laquelle j'ai pu, par exemple, faire régulièrement un club de lecture avec mes copines. J'ai pu aussi, enfin, avec une de mes meilleures amies ici à Toulouse, créer une association sur un sujet qui nous tient à cœur. On a créé une association qui s'appelle Les Décortiqueuses et qui a pour but de parler du corps féminin. Et on a notamment écrit un livre. Voilà, on avait écrit un texte depuis longtemps et cette année, on a enfin pris le temps de travailler pour le publier. Et donc, on a pu publier un petit manuel dans le cadre associatif qu'on a vendu lors de festivals avec aussi des très belles illustrations. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui a été important dans mon année 2025. Il est bien trouvé le nom de votre association. Vous l'écrivez Corps, C-O-R-P-S. Vous avez fait un jeu de mots ou... On a fait le jeu de mots et puis au moment d'écrire, on s'est dit qu'on n'avait pas besoin de faire apparaître le jeu de mots de manière aussi évidente. Puisque voilà, comme tu en es la preuve, on s'est dit que finalement les gens allaient soit comprendre de façon explicite, soit que ça allait d'une manière un peu implicite, infusée, et voilà. Donc c'est effectivement quand on a brainstormé, donc quand on a réfléchi, on a pensé à ça, le corps, et puis voilà, le mot décortiquer qui signifie chercher les détails de quelque chose est apparu comme un bon jeu de mots. Et en fait, le mot décortiqueuse n'existe pas. C'est un mot qu'on a inventé, mais qui vient du verbe décortiquer, qui fait penser au mot corps. Et effectivement, dans l'association, on décortique les savoirs, puisque mon amie, à la base, elle est donc
kinésithérapeute spécialisée sur le domaine plutôt du corps féminin. Et donc, on a décortiqué ensemble le savoir qu'elle partage avec ses patientes pour pouvoir le mettre dans un livre accessible à tous, où j'ai écrit de manière à ce que ce soit très compréhensible. Et maintenant, on en parle aussi lors de conférences, clubs de lecture, des choses comme ça. Et les auditeurs peuvent l'acheter en ligne s'ils sont intéressés ou c'est seulement en format papier ? Il y a le format papier qui est disponible par envoi. Donc ça, pour ceux qui sont en France, celles et ceux qui sont en France peuvent le commander. À Toulouse, même venir le chercher en main propre. Et effectivement, là, pour l'année 2026, on va mettre en vente en ligne. Il faut qu'on voit comment on fait le format PDF ou le format e-book. Donc ça, c'est un projet. Et donc c'est quoi ? Vous avez un site internet, lesdécortiqueuses.fr ? Ouais, le site internet, bon, c'est pas très très ambitieux, hein, on est juste vraiment 2 à faire ça, mais c'est décortiqueuse.fr. On essaye, c'est pas très actualisé, mais voilà, d'ici la fin d'année, on va actualiser ça pour qu'il y ait toutes les infos. Ok, et donc vous avez créé l'association, vous avez déposé les statuts et tout est officiel. On est 3 dans l'asso, du coup il y a moi, cette amie et l'autre amie qui a fait les illustrations. Et rien que pour ça, je vous invite à aller sur le site, au-delà de vouloir faire de la publicité pour mon livre et pour notre activité. Vraiment, les illustrations sont trop belles et cette amie artiste mérite vraiment qu'on voit son travail. C'est très cool comme initiative. Non, ouais, c'est chouette. Et je pense ça vaudra peut-être le coup de faire un épisode sur les associations en France parce que ça fait vraiment partie de la culture française. La vie associative, c'est quelque chose d'assez important pour nous. Et je sais que ça n'existe pas forcément, en tout cas sous cette forme, partout. Donc voilà, peut-être qu'on pourra utiliser ton expérience pour en faire un épisode. Oui, Tout est matière à faire un épisode. Tout est matière. Puis en plus, oui, c'est vrai que je fréquente beaucoup les associations en général, la vie associative, donc je pourrais en parler sans problème. Ok. Donc on peut dire pour toi 2025, l'année de l'ancrage. Ouais, c'est ça. Dernière question, tu te présentes comme auteur, autrice maintenant ou... Je me présente pas spécialement sous un mot en particulier, mais oui, en tout cas, j'ai écrit c'est sûr que je suis autrice de cet ouvrage qui est plus un petit manuel qu'un livre très... Mais bon, oui, on peut dire autrice, pas de problème. Ça peut être une de mes casquettes supplémentaires. Il y en a déjà beaucoup. Ouais, ok. T'as ajouté une corde à ton arc. Voilà. Tu veux y aller, Ania, ou... Pour moi, je reste toujours ancrée à Cracovie, donc dans ma vie natale. Et le plus grand changement de cette année, pour moi, c'est un petit chien qui est apparu chez moi. Par magie. Par magie. C'est ça. Un petit chien, un petit teckel. Donc, le teckel, c'est une race, je suis sûre que vous connaissez, mais c'est ce chien très caractéristique au corps, très allongé et aux pattes courtes. Qu'il est aussi... Jamnik en polonais. Jamnik en polonais, exactement. Il est aussi connu, il me semble, comme chien saucisse ou sausage dog. Oui. Donc, je pense que presque dans chaque langue, il y a... à part de ce nom officiel, il y a encore un nom comme ça. Et oui, il est super mignon. Il s'appelle Pingo. Il est maintenant avec nous depuis, ça fait 6 mois qu'il est avec nous. Et il est aussi mignon que têtu. C'est vrai que c'est un grand défi pour nous parce que j'ai jamais eu de chien, mon mari non plus. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on essaye de s'occuper d'un petit chien. Et bon, bien sûr, il y a plein de défis. Et c'est ce grand changement qui a chamboulé un peu notre quotidien, nos habitudes, parce que bon, c'est... Évidemment, on doit s'habituer, à un autre rythme de la journée et tout. Et bon, je me rappelle des promenades 8 fois par jour. Il y a encore 4 mois, donc oui, ça change le quotidien. Mais c'est super, je suis très contente.
Parce que je crois que les teckels, c'est des chiens de chasse, non? Exactement. Oui, à la base, c'était des chiens de chasse, chiens chasseurs. Ouais, malgré leur apparence, où on se dit, bon, voilà, c'est juste un chien avec des petites pattes courtes et il va rester sur le canapé. En fait, ils sont super actifs, non? C'est ça. Oui, ils sont super actifs, très indépendants. Ils aboient beaucoup aussi, malheureusement. Mais ils sont très, très attachés. Très loyaux, donc c'est des chiens vraiment super. Et oui, à la base c'était des chiens chasseurs, donc ils chassaient surtout les animaux qui vivaient dans des terriers comme les lapins, les blaireaux. Voilà, et grâce à leur corps allongé, ils pouvaient entrer dans ces terriers. Donc ouais, ils sont taillés pour les terriers, ça c'est sûr. Exactement, taillés pour les terriers. Donc peut-être qu'un jour tu vas avoir ton chien qui va t'apporter en cadeau une taupe ou un petit animal. J'espère que non, mais oui, on verra. Il y a plein de surprises en tout cas chaque jour, donc. Il n'a pas essayé de creuser un terrier dans votre canapé ou quelque chose comme ça? Pas encore, mais il creuse plein de terriers ici dans notre quartier, donc on a un peu peur avec mon mari qu'un jour quelqu'un vient chez nous, il va frapper à la porte, il va nous dire que désolé, mais vous devez quitter le quartier parce qu'il y a trop de trous et bon, ça va pas. Et j'imagine que c'est pas le seul teckel du quartier, non? Parce que quand j'étais en Pologne, j'avais remarqué qu'en Pologne, il existe tous les chiens en version teckel. Donc j'ai l'impression que c'est un chien très populaire, mais voilà, parfois on voit même des huskies en version teckel. Donc des huskies, mais avec les pattes très très courtes. Et j'avais pas vu ça en France, mais ouais, en Pologne, je voyais beaucoup de chiens comme ça qui avaient une forme plus ou moins de teckel, mais on voyait que c'était croisé avec une autre race. Et du coup, je m'étais dit, les Polonais doivent beaucoup aimer les teckels. Oui, c'était les chiens qui étaient surtout très, très à la mode dans les années 90, il me semble. Là, maintenant, il n'y a pas énormément de chiens. Mais par contre, je vois que la mode, que ça revient, par exemple, dans des magasins de vêtements, on retrouve plein de vêtements avec des motifs, avec des petits teckels. Oui. Donc, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Sur Internet aussi, j'ai l'impression que, sur Instagram, je vois plein de teckels, plein d'objets, de vêtements avec ce motif. Et oui, dans notre quartier, il y en a 2. Donc pas beaucoup, mais oui, il y en a 2. Donc Pingo, il a un autre copain, un cousin. Un copain teckel. Oui, un copain teckel. Trop mignon. Ouais, dans les années 2010, c'était les Shiba Inu, et là, maintenant, c'est la mode des teckels qui revient. Oui. Ok. Et toi, Hugo? Moi, grand changement cette année. Bon, vous le savez déjà, c'est pas une surprise, mais je suis devenu papa. Donc voilà, c'est un secret que j'ai gardé là pendant de longs mois parce que j'avais pas spécialement envie d'en parler tout de suite dans le podcast. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui va quand même pas mal impacter, qui a commencé à pas mal à impacter ma vie, ma vision des choses. Donc bon, forcément, je vais me retrouver comme tous les parents, on a tout le temps envie de parler de ses enfants, donc je vais sûrement me retrouver à en parler un peu dans le podcast. Donc, je préfère l'annoncer maintenant. Et j'ai noté d'ailleurs dans le script pour préparer cet épisode, j'ai noté Marseille bébé, parce que ça fait un peu partie des... Vous savez, souvent, il y a des villes qui ont un peu des slogans comme... Londres, c'est London Calling ou des choses comme ça. Et à Marseille, ce qu'on dit en général, c'est Marseille bébé. Je pense que c'est en référence à une chanson de Jul, il me semble. Oui. C'est lui qui a Je crois que c'est lui qui dit c'est Marseille bébé. C'est pas la capitale. Oui, c'est Marseille bébé. Oui. C'est Marseille bébé, exactement. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un Marseille bébé, un bébé marseillais. Donc c'est la blague que j'ai fait à tous mes amis à sa naissance. Que dire, ça fait quelques mois déjà, puisqu'il est né en mai. Bon, les parents le savent, ou si vous avez des parents dans votre entourage, vous le savez, c'est un grand bouleversement. Peut-être pas autant qu'un teckel, je sais pas. En tout cas, on fait pas 8 promenades par jour, ça c'est sûr. C'est pas les mêmes bouleversements, en tout cas. Ouais, je pense qu'on a quelques problématiques similaires et puis d'autres qui sont plus spécifiques aux bébés humains. Mais ouais, beaucoup de bonheur, pas beaucoup de sommeil. C'est un peu le truc dont... C'est la loterie en fait, souvent avec les bébés. Parfois, on a un bébé qui dort bien.
bien entre guillemets dès le début, qui fait ses nuits. On dit en français faire ses nuits, ça veut dire voilà, un bébé qui dort sans trop se réveiller de 8h à 7h, on va dire. Et c'est un peu la question qu'on pose souvent aux jeunes parents. Alors, ça y est, est-ce qu'il fait ses nuits ? Est-ce qu'il fait ses nuits ? Bon, en général, on le voit assez vite sur le visage des parents si le bébé fait ses nuits ou pas. Vous m'avez pas vu en vidéo depuis longtemps, donc vous le voyez pas. Mais nous quand témoins. Ouais, Ingrid et Anya peuvent témoigner. Et bon, quand on prend des photos avec sa maman, parfois on se dit, bon, c'est dommage parce que, du coup, on prend surtout des photos de lui et pas trop de nous, parce que les derniers mois ont été un peu compliqués. Mais voilà, c'est beaucoup de bonheur et des nouvelles perspectives, on va dire, sur la vie. Ouais, d'ailleurs, on a fait des épisodes, au moins un épisode, je pense, où peut-être que certaines personnes se sont posé la question, je ne sais pas, parce que quand on a fait « La France est-elle anti-enfant ?» c'est vrai que c'était assez inspiré dans ce que disait Hugo. Il y avait des bonnes raisons de penser tout ça et d'y être attentif. Moi, je le savais. J'avais un peu les sous-titres du podcast. Vous, non. Je ne sais pas si ça s'est senti. Mais ça peut dire, influencer aussi les thèmes choisis, la manière de voir les choses. C'est vrai. Si je m'écoutais, je pense qu'on ferait que des épisodes sur la parentalité et les enfants, mais bon, ça risque de saouler un peu ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui n'en veulent pas. Le pire, c'est que je te suivrai, vu que je suis une multi-tata pour toutes mes copines et que moi, j'adore parler de parentalité. Ouais. Donc, on pourrait, mais peut-être c'est vrai qu'effectivement... qu'il y aurait matière. Il faut lancer un nouveau podcast. Ouais, il y en a déjà pas mal, des podcasts sur la parentalité. D'ailleurs, il y en a un que j'écoute, que je peux vous recommander. Bon, on n'a pas encore commencé les recommandations, mais là, j'y pense. Donc, si c'est un sujet qui vous plaît, notamment pour les pères, parce qu'il y a beaucoup de ressources de podcasts pour les mamans. Pour les papas, un peu moins. Sauf depuis quelques années, ça change. Et là, il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Papatriarcat. Bon, alors on va encore m'accuser d'être woke, hein, mais bon, si vous nous écoutez encore, vous le savez. Les non-woke sont partis déjà. Voilà. Mais c'est un podcast sur à la fois la place du père, mais bon, aussi un peu de la mère. Et dans un contexte patriarcal. Donc voilà, c'est un jeu de mots avec papa et le mot patriarcat. Et c'est assez intéressant parce que moi, j'ai essayé de m'éduquer à toutes ces questions pendant la grossesse de ma copine. Mais en fait, on se rend compte, une fois que le bébé est là, que c'est très facile de tomber dans les schémas habituels, même si voilà, on essaie de faire attention et on n'a pas envie que ce soit seulement la maman qui s'occupe du bébé et le papa qui travaille. En fait, notamment quand la maman allaite, donc quand c'est la maman qui donne directement son lait au bébé, très rapidement on tombe un peu dans ces schémas où c'est la maman qui passe la majeure partie du temps avec le bébé et puis le papa qui fait autre chose autour dans la maison et tout ça. Il faut vraiment essayer de se battre pour casser ça et pour, moi notamment, pour passer plus de temps avec mon fils dès le début, parce que souvent on parle de cet instinct maternel, que voilà, pour les mamans c'est quelque chose d'instinctif, mais en fait c'est pas juste, mais c'est en grande partie dépendant du temps qu'on passe avec le bébé. C'est sûr que si le papa travaille et que c'est la maman qui passe du temps avec le bébé, c'est elle qui va apprendre à mieux le connaître, à mieux le comprendre, et c'est pas un instinct, c'est juste quelque chose qu'on développe. Donc voilà, nous on a essayé d'équilibrer un peu ça, mais c'est quand même, je dois dire, assez compliqué. On pourra en faire un épisode. Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à répondre, mais on va partir. Ouais. Puisqu'on notamment une bande dessinée que tu m'avais recommandée, Ingrid, que j'ai lue pendant la grossesse, qui s'appelle « L'arnaque des nouveaux pères », dans le sens où on a tendance, depuis une vingtaine d'années, à s'extasier de ces papas qui donnent le biberon, qui changent les couches, qui partagent des photos sur les réseaux sociaux en disant « Ah, c'est formidable, maintenant, les nouveaux pères, ils sont super impliqués ». Et en réalité, quand on va un peu plus loin que ça, quand on creuse un peu, on se rend compte que ça, c'est juste la face
émerger de l'iceberg. Et en fait, derrière tout ça, les inégalités sont loin d'avoir disparu. Et juste, elles se manifestent sous différentes formes. Bref, je vais pas monopoliser tout Non, mais moi, je me là-dessus. retiens de répondre parce que j'ai tellement de choses à dire dessus que je me dis, non, il faut suivre. Là, on doit passer aux recommandations. On va pas parler que de ça. Mais ça peut être un épisode maintenant que tu as révélé cette nouvelle. Et d'ailleurs, je te redis félicitations, même si je te l'ai déjà dit, mais comme ça, devant les auditeurs. De la part des auditeurs, je suis sûre qu'ils ne manqueront pas de le faire. Mais maintenant que tu as révélé ta situation, on va pouvoir faire un épisode sur ce sujet avec des anecdotes personnelles, etc. Ça pourrait être intéressant. Donc, début 2026, on fera ça. J'annonce. Ok. J'ai hâte. Voilà, c'était un peu notre bilan perso de cette année. Qu'est-ce que vous attendez pour 2026 ? Est-ce que vous avez des projets au point de vue personnel ou des espoirs ? Je ne sais pas. J'ai pas mal de choses que j'attends pour 2026. J'ai un projet dont j'aurais bien voulu vous parler, mais en fait, c'est difficile de le concrétiser. J'aimerais bien m'acheter une maison et y faire une maison d'hôte pour pouvoir accueillir des touristes. Voilà, c'est un gros projet que j'ai avec plusieurs personnes, dont mes sœurs et mon mari. Mais c'est compliqué, donc peut-être que ce sera plutôt quelque chose que je raconterai dans l'épisode de l'année de fin 2026, quand ça se sera concrétisé. Je pensais pas que c'était aussi difficile, l'immobilier en France et les projets entrepreneuriaux quand on n'est pas né dedans et qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Mais j'y crois, je ne lâche pas l'affaire. Donc voilà, c'est quelque chose que j'espère très fort pour 2026. Et voilà, et autre chose pour moi, quand je pense à 2026, c'est pas perso, mais c'est quelque chose, un domaine que j'adore et qui occupe beaucoup de mon temps. D'ailleurs, ça va se voir quand on fera les recommandations, mais c'est que la politique va être un gros sujet pour 2026. Il y a les élections municipales et quand les élections municipales seront passées, ça va tout de suite démarrer la campagne pour les élections présidentielles qui seront l'année suivante. Donc ça va être une grosse année en termes de politique et moi j'attends ça avec impatience parce que j'adore ce domaine, les débats. Je pense que ça va être riche en moments difficile, mais en même temps plein d'espoir. Donc voilà, c'est ce que j'attends pour 2026. Dans politique et enfants pour l'année 2026, dans le podcast. Ah oui, sujet. Ouais, j'étais là, enfant. Je pensais que tu allais révéler un autre scoop. Je résume pour nos auditeurs, ce qu'ils vont je pensais que tu parlais de moi et j'allais dire... Politique et enfants. C'est un peu présomptueux. D'ailleurs, oui, les élections municipales, un petit point vocabulaire, municipal, c'est pour élire le ou la maire d'une ville. Donc ça, c'est les élections municipales. Oui, moi je les attends aussi à Marseille parce qu'il y a une candidate que je déteste. J'ai vraiment une réaction épidermique à cette personne. Épidermique. Ouais, on dit pas ça en français. Tu peux expliquer peut-être ? Bah non, mais peut-être qu'ils connaissent pas. Tu peux expliquer le... Non, mais je suis en train de me dire, est-ce que c'est une traduction directe de l'anglais ou est-ce qu'on dit ça vraiment, avoir une réaction épidermique ? Non, si, je crois sais pas, mais tout le monde ne parle pas anglais couramment dans nos auditeurs. C'est vrai. Oui, une réaction épidermique, ça veut dire que l'épiderme, c'est cette couche qu'on a sur la peau. Et quand quelque chose, vous avez une réaction épidermique, en général, c'est que vous avez une réaction très... très vive et très négative à quelqu'un ou quelque chose. Donc voilà, moi, il y a une candidate qui m'énerve profondément et qui est assez bien classée dans les sondages, donc j'espère qu'elle ne va pas gagner. On va suivre ça. Moi aussi, pour Toulouse, je suis ça de près parce que Toulouse a la réputation d'être la plus grosse ville de gauche dirigée par un maire de droite. Et donc, c'est une grosse anomalie.
il y a des explications derrière ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui étonne souvent et le maire se représente. Donc, je suis ça de près pour voir si ça va continuer cette réalité ou s'il va partir et être remplacé. Ok, et toi Anya, les projets pour l'année prochaine? Alors moi, je dois vous avouer que cette année a été très très difficile pour moi sur le plan perso. Donc cette année, enfin l'année qui vient, j'ai surtout envie de prendre soin de ma santé physique et surtout de ma santé mentale. C'est un bon objectif pour chaque année, pour chaque personne, mais mais l'année qui vient, bon, ça serait surtout ça pour moi. Et cette année, on a parlé aussi pas mal avec mon mari des activités qui nous font plaisir, des activités qui ont aussi qui sont bénéfiques pour nous en général. Et on a pas mal lu sur cet état de flow. Donc, l'état de flow pour notre cerveau, c'est un état de concentration très, très intense où on est totalement absorbé par une activité. Et mon mari, par exemple, il peint. Donc, c'est ça qui occupe beaucoup de son temps et c'est vraiment une activité. Quand il commence à faire ça, il est complètement absorbé, il n'entend rien, il ne regarde surtout pas son smartphone. Donc, ça permet vraiment de se déconnecter et c'est très, très bon pour le cerveau. C'est un état apparemment, c'est un état très désiré par le cerveau, cet état de flow. Et donc, moi, je me suis trouvé une autre activité pour cette année et je vais me lancer à la broderie. Je vais broder. Ok. Je me suis déjà acheté des matos pour démarrer parce que je cherchais une activité que je peux faire depuis chez moi pour ne pas sortir, pour ne pas me trouver une excuse comme quoi, voilà, je n'ai pas de temps, etc. Donc, je peux le faire chez moi et voilà, je me lance depuis le 1er janvier à la broderie. Super. T'as déjà essayé ou ça va être une première? Ça va être une première. J'aime bien coudre. Ma grand-mère était couturière, donc en fait, j'aime bien coudre. Je ne suis pas professionnelle, mais c'est une activité qui me détente pas mal. Donc, je trouve que la broderie, ça serait aussi une bonne idée. Et voilà, à voir, à suivre. Moi, j'ai eu une phase broderie. Ah. C'est surprenant pour les garçons, mais en fait, souvent, c'était pendant les vacances d'été. Ma mère, elle cherchait une activité pour mon frère et moi pour que on soit un peu occupés et que voilà, on n'embête pas trop toute la famille. Il y a une année, par exemple, où c'était les Scooby-Doo. Je ne sais pas si vous avez eu ça en Pologne. Scooby-Doo, je connais le dessin animé, mais c'est quoi comme activité? J'imagine bien la mère. Allez les garçons, allez, prenez votre fil là. Faites des Scooby-Doo. Faire des Scooby-Doo, expliquez-moi. Avec plein de bracelets. Ouais. Alors les Scooby-Doo, c'était en fait des... Ouais, ça a sûrement un autre nom dans d'autres langues, mais c'est des longs fils en plastique qu'on tressait entre eux pour faire des espèces de porte-clés. Ah, je sais pas si d'accord. Mais oui, j'en ai parlé déjà à ma copine et elle connaissait pas. Non, moi non plus. Donc on prenait 2 ou 3 fils de différentes couleurs et on les tressait ensemble et on pouvait faire soit des porte-clés en forme rectangulaire, soit en forme torsadée comme ça. Oui, je sais, mais je sais pas du tout quel nom ça porte en polonais. Comment on appelle ça? Je sais pas, mais depuis maintenant je vais appeler des Scooby-Doo quoi. Parce que... Voilà. Nous on appelait ça des Scooby-Doo. Ouais. Et je me souviens d'un été, on était en vacances, on allait à la plage et on avait tout le temps un sac de Scooby-Doo et moi et mes amis, tout le monde essayait de faire le meilleur Scooby-Doo. Et on a passé un été à faire des Scooby-Doo. On a perdu Ingrid. C'est trop rire. Ouais, après, nos mamans avaient 10 porte-clés Scooby-Doo chacune. Donc, oui, d'accord. C'est vraiment pas... C'est pas une super bonne Fabrication de Scooby-Doo. Mais c'était un super état de flow, tu vois. Ouais, c'était vraiment un truc parce qu'on apprend un certain motif. Voilà, tu fais tes boucles et tout, tu rentres les trucs, tu as différentes formes. Tu as des Scooby-Doo super avancés avec, je sais pas, 6, 7, 8 fils. Là, ça demande vraiment une grosse dextérité. Et on a eu un été où on faisait un peu de la broderie, donc on avait, c'était pour les enfants, donc on avait un espèce de canevas avec un dessin,
Et puis on mettait les couleurs comme ça, on brodait les couleurs et j'avais bien aimé. Ouais, c'est cool la broderie, j'aime bien aussi. Moi, c'est trop flow pour moi. Après, j'ai une copine une fois qui m'a confisqué, qui m'a dit je vais le garder et on brodera ensemble, d'accord? Parce que sinon, je sais que tu vas me dire après, dans 3 mois, faut que j'arrête. Ça m'a pris tout mon temps. Moi, j'ai des obsessions des fois, donc la broderie, je sais que c'est trop bien. Mais par contre, c'est risqué en termes d'oublier de manger. Ouais. Ah oui, toi, c'est à ce point-là. Toi, le flow, c'est un flow total, quoi. C'est, je ne me nourris pas et à 3h du mat, on me retrouve par terre en train de faire un puzzle ou... Les dangers des activités flow. C'est très à la mode aussi, d'ailleurs, les petites entreprises de broderie, de t-shirts, de choses comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup maintenant. Où on peut faire des broderies personnalisées. Anya, tu pourras nous faire Inner French sur un t-shirt. Des t-shirts brodés Inner French. Pas de problème. Ouais. Allez. On rajoutera ça à la liste de tes tâches. Chouette. T'avais autre chose parmi tes projets, Anya ? C'est pas vraiment un projet, c'est plutôt un rêve, peut-être. Je sais plus comment appeler. Mais oui, j'aimerais bien, en fait, vous savez que moi, mon mari et moi, nous avons vécu presque 2 ans au Portugal, à Lisbonne. Et pour moi, c'est vraiment un rêve d'y retourner. Je sais pas si c'est pour l'année 2026 ou non, mais bon, ça reste dans mon cœur, le Portugal et Lisbonne. Et bon, peut-être cette année, et sinon, je vais attendre. Trop bien. Ok, beau projet. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Et toi, Hugo, du coup, 2026, comment tu le vois ? Pour l'année prochaine, l'espoir, c'est de faire une nuit complète. Ça, ce serait vraiment... Là, c'est vraiment... si on me demande si j'ai un souhait, c'est une nuit complète de 23h à 8h sans me réveiller. Ce serait vraiment super. Voire plusieurs nuits complètes. Ça, ce serait vraiment le rêve. Mais à part ça, nous, on a acheté une maison l'année dernière à Marseille qu'on a dû totalement rénover. Donc là, elle est encore en travaux. On est encore dans les rénovations et on espère emménager en avril. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on attend pour l'année 2026, pouvoir emménager dans la maison. Et on aimerait bien découvrir un peu la région où c'est installé, parce que la ville de Marseille, on commence à la connaître relativement bien, mais il y a plein de choses à voir, à visiter dans la région où on se trouve, Provence-Alpes, Côte d'Azur, notamment le Luberon, plein de petits coins sympas qui sont accessibles assez facilement en voiture. Donc on aimerait pouvoir en profiter un peu plus, parce que là, cette année, on a été beaucoup à la maison. On n'est pas allé une seule fois à la plage cet été, donc c'est un peu triste d'être à Marseille et de pas avoir pu en profiter. D'ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui ont demandé de faire un épisode mise à jour à Marseille, comment ça se passe, est-ce que je suis toujours content ? Oui, je suis toujours content d'y être, mais bon, là, j'ai pas grand-chose de plus à partager, malheureusement, par rapport à l'année qui s'est passée, mais j'aimerais bien vous en reparler, je pense, en 2026, en fonction des découvertes que j'aurai faites. Bon, on a bien parlé, là, sur la partie personnelle. On va passer aux recommandations. Ouais, je me demande même si on pourrait pas faire un podcast en plusieurs parties, parce que là, ça fait déjà plus de 30 minutes rien que sur la partie perso. Je sais pas. Bon, on décidera à la fin. Ouais, ça va être... Voilà, c'est un épisode là, bonus. Allez. Voilà, vous avez entendu, il va être publié le 31 décembre, normalement, en plus. Bon, là, c'est un épisode détente, à la cool. Donc, voilà, on va enchaîner. Alors, cette année, j'ai découvert une autrice et un livre qui n'est pas complètement nouveau. C'est le livre « Changer l'eau des fleurs » de Valérie Perrin. Et c'est un livre qui m'a été recommandé par un ami polonais. Donc, c'est le livre qui raconte une histoire de Violette Toussaint, qui est gardienne du cimetière d'une petite ville de Bourgogne. Et elle y vit avec des chats, avec ses amis fossoyeurs. Donc, fossoyeur, c'est une personne qui creuse les fosses dans un cimetière.
Elle cultive son jardin. En général, c'est une femme très, très chaleureuse, très bienveillante. Tous les visiteurs du cimetière viennent chez elle pour chercher du réconfort, pour raconter ses histoires. Donc, son quotidien est un peu rythmé par toutes ces confidences. Et moi, ce que j'ai aimé particulièrement dans ce livre, c'est tout d'abord le fait que ça se passe au cimetière. Ça m'a tout de suite intriguée. J'aime beaucoup le fait que la narration dans ce livre n'est pas linéaire. Il y a plusieurs lignes de temps. Donc, on découvre petit à petit toutes les expériences de Violette. Il y a plein d'histoires qui se croisent entre les vivants et les morts. C'est écrit un peu comme un polar. Et c'est même, je pense que c'est même Valérie Perrin qui a dit ça, qui écrit ses livres comme des polars. Donc, c'est vraiment un roman dont on a du mal à se séparer. Et quand on tourne les pages, on a envie de savoir ce qui va se passer. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce que c'est une histoire d'une femme qui, malgré toutes les épreuves, crée même obstinément au bonheur. Et en général, c'est un personnage très, très, très attachant. Et je pense que même l'année prochaine, il va y avoir une adaptation au cinéma. Donc, probablement, vous allez pouvoir aussi voir l'adaptation de ce livre au cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez cette autrice. Il me semble qu'elle est assez connue en France. Oui, elle est connue, mais justement, j'en avais jamais entendu parler dans les détails. En fait, c'est une autrice que je connais parce que j'ai vu passer ses livres plein de fois. Elle est souvent dans les rayons mis en avant. Mais je suis contente d'entendre ta recommandation parce que il y a plusieurs de ses livres, alors pas celui-là, mais il me semble qu'il y en a un qui s'appelle Nous trois ou quelque chose comme ça, Trois amis, et un autre Tata, que j'avais vu passer et j'avais hésité justement à les lire. Et c'est vrai que les livres, c'est assez difficile de se décider. En tout cas, en France, on a tellement de nouveautés, de nouveaux auteurs. Parfois, on a peur de se tromper. Et parfois, malheureusement, les auteurs les plus mis en avant ne sont pas forcément ceux qui sont, en tout cas, qu'on apprécie le plus personnellement. Mais voilà, il me semble que Anya, toi et moi, on n'a pas forcément des goûts trop éloignés en matière de livres. Donc, si tu recommandes, je vais en lire un, pour voir à mon tour ce que ça donne. Super. C'est sûr que c'est un livre de type un feel good. Donc, parfois, les livres de ce type n'ont pas forcément une très, très bonne réputation, je dirais. Mais c'est vrai que ça, c'est un livre que je peux recommander parce que ça se lit très bien. Et comme je dis, comme un polar. Donc, c'est vraiment très intéressant. On peut dire que il se passe pas grand chose, mais en même temps, il se passe beaucoup de choses quand même dans ce livre. Donc, je pense que c'est très cool comme proposition. Et au niveau de la difficulté, tu trouves que c'est accessible ou... Oui, je trouve que c'est assez accessible, oui. Ok. Alors moi, j'ai eu un peu de mal à lire cette année, comme vous pouvez l'imaginer, mais j'ai pu lire quand même un roman assez court qui s'appelle La classe de neige. C'est un roman qui est sorti il y a déjà quelques années, à la fin des années 90, il me semble, qui a été écrit par Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère qui est auteur de romans, mais aussi reporter, dont la mère était une membre éminente de l'Académie française. Mais bon, lui, il a pris un chemin très différent. C'est un auteur qui est assez populaire en France, que moi j'apprécie beaucoup là ces dernières années. Je pense que c'est devenu mon auteur francophone préféré. Et j'avais pas lu ce roman qui est un de ses premiers romans, il me semble. Donc la classe de neige, en France, classe de neige, c'est quand les enfants vont au ski avec leur école, avec leur classe, on appelle ça la classe de neige. Donc là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui doit avoir une douzaine d'années, qui n'a pas vraiment confiance en lui, qui est un peu le paria de sa classe, on pourrait dire. En tout cas, il n'est pas très populaire, il a un peu du mal à se faire des amis. Et là, il y a cette classe de neige qui arrive, donc lui, il est très angoissé parce que il va être en collectivité tout le temps avec sa classe et il a peur, et il ne sait pas trop comment ça va se passer. Et on sent dès le début qu'il y a quelque chose d'assez sombre qui va arriver, mais on ne sait pas exactement quoi. Et voilà, c'est sur cette histoire, sur cette semaine passée à la classe de neige.
notamment la relation de ce garçon avec son papa, qui est une relation un peu compliquée. Donc voilà, j'en dis pas trop. Ça se lit... C'est pas le style le plus facile parce que il utilise pas mal le passé simple par exemple, alors que c'est vrai que dans les romans plus récents et les romans feel good, ils ont tendance à plutôt utiliser le passé composé. Là, c'est quand même assez écrit, mais c'est un sujet qui est abordable, qui parle des enfants, de l'école et tout ça. Et le livre est assez court, il doit faire 150 pages, ça se lit très bien aussi, il y a beaucoup de suspense. Donc voilà, c'est un roman que je peux vous recommander pour cette année. Moi, du coup, comme livre, c'est pas un roman que j'ai choisi, c'est pas de la fiction. En fait, j'ai regardé les livres que j'ai lus cette année et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup lu de traductions ou même de livres en langue originale, en autre langue que le français, espagnol. Et donc, dans les livres en français, finalement, c'est surtout des essais. Et il y en a un que j'aimerais vous recommander, c'est le livre Maternité rebelle de la journaliste Judith Duportail. C'est un livre qui est assez court, je pense assez facile à lire puisque c'est très informatif et en même temps avec un ton assez cool. Alors je dirais que c'est un mélange entre un essai journalistique, un témoignage et carrément un plaidoyer. Un plaidoyer, c'est quand on cherche à défendre des idées, à convaincre les personnes qui nous lisent. Donc en fait, Judith Duportail, c'est une journaliste que je connaissais déjà avant, qui est assez connue dans le monde, on va dire, woke. C'est une journaliste qui a beaucoup écrit... Le Wokistan, voilà, nous habitons tous et toutes. Elle participe souvent à des podcasts féministes. Elle a beaucoup écrit d'articles, notamment sur le monde des rencontres amoureuses, notamment à l'ère de Tinder. Elle a écrit un livre sur les algorithmes de Tinder et des applications de ce style. Et en fait, dans son livre Maternité rebelle, en fait, elle raconte son expérience, elle qui a eu des enfants par une procréation médicalement assistée, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs sur ce podcast, une PMA. Et en fait, elle a fait une PMA toute seule. Et elle a eu des jumeaux et en fait elle raconte son expérience mais dans un essai dans lequel elle fait aussi un plaidoyer pour donner du courage aux femmes qui passent soit par la PMA, soit par la grossesse, par le postpartum. Et voilà, donc c'est un livre dans lequel elle explore beaucoup de sujets liés à la maternité et notamment liés à la maternité après 30 ans. Elle parle du mythe de l'horloge biologique qui passerait, donc le fait que tic-tac, il faut absolument se mettre à faire des enfants une fois qu'on a 30 ans. Elle parle des pressions qu'il peut y avoir de la part de la société, de la part de la politique et même de la sphère médicale. Donc voilà, c'est un livre qui est assez court, qui est assez facile à lire et qui fait du bien à lire. Donc voilà, on apprend des choses, en même temps on plonge un peu dans son intimité et voilà, je le recommande vraiment et je pense qu'il est assez facile à lire pour des non-francophones. On va passer peut-être aux recommandations de choses à écouter maintenant. Moi, je vais vous recommander une série produite par Arte Radio. Arte, c'est une chaîne de télévision au départ, une chaîne franco-allemande, un partenariat entre la France et l'Allemagne, qui produit des contenus de grande qualité, des contenus culturels, des documentaires, et ils ont aussi une partie radio. Et là, moi, ce que je vous recommande, c'est une petite série en 3 épisodes qui s'appelle Mon héroïne, et c'est une espèce d'enquête documentaire en format audio d'une femme qui a 39 ans et qui fait une enquête pour comprendre le passé de sa mère qui était héroïnomane, qui était accro à l'héroïne et qui a continué d'ailleurs à consommer de l'héroïne pendant qu'elle était enceinte de cette fille et qui est morte très jeune, à l'âge je sais plus, mais bon, qui est morte très jeune. Donc voilà, cette femme essaye de
de comprendre comment sa mère en est arrivée là. Elle explore sa relation avec elle, d'essayer de lui pardonner ou non. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'elle découvre des choses en interviewant les amis de sa maman. Elle découvre plein de choses sur son passé qu'elle ne savait pas. Donc voilà, c'est un podcast qui est très bien fait et que je vous recommande. Ça a l'air intense. Oui, c'est cool. C'est très intense, mais c'est très bien fait et c'est pas un truc qui fait forcément déprimer, mais bon, ça fait réfléchir. Toi, Anya, tu avais aussi un podcast, non, que tu voulais recommander? Oui, j'aurais un podcast à vous recommander. C'est le podcast intitulé Émotion, tout simplement. Donc, il y a pas beaucoup de secrets. C'est réalisé par Louis Média. Donc, c'est un podcast où on parle des émotions spécifiques. Chaque épisode, c'est une question qu'on se pose. Et c'est un podcast qui touche différents aspects de la vie, famille, amis, travail, estime de soi. Et bon, bien sûr, on peut dire qu'il y a beaucoup de podcasts psychologiques, non, comme ça. Mais moi, ce que je trouve assez original dans ce podcast, c'est que le contenu est à la fois très personnel et informatif. Personnel parce qu'il y a de témoignages intimes des gens. Et ces témoignages sont combinés avec des analyses d'experts. Donc, vous pouvez entendre plusieurs voix, vous pouvez entendre plusieurs extraits différents. Je pense que c'est aussi assez agréable à écouter, même si des sujets sont parfois assez lourds et assez forts. C'est un peu difficile parfois, non, à écouter des choses comme ça. Mais ça s'écoute très bien. Et ce que je trouve très bien avec des podcasts comme ça, c'est pas forcément le fait de trouver des réponses, mais plutôt de mettre des mots sur notre vie émotionnelle. Donc parfois c'est ça, non, qu'on cherche, non, qu'on a du mal un peu à exprimer ce qu'on ressent. Donc là, vous avez cette opportunité de trouver des mots exacts et en plus en français pour justement parler de vos émotions. Et je trouve ça très, très intéressant. Donc, je vous recommande le podcast Émotion. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée pour les auditeurs. Je me dis, si j'avais eu un podcast comme ça en espagnol, ça aurait pu me faciliter la vie à une époque. Parce que les émotions, c'est difficile dans une autre langue. C'est sûr. Ok. Et toi, Ingrid, tu vas recommander un podcast aussi ou... Ouais, une émission en fait dont tu as parlé dans ton dernier épisode, la dernière, sur Radio Nova. Donc je vais être assez rapide parce que tu en as parlé, mais c'était pour le recommander parce que moi, ça a été une émission vraiment que j'ai découvert en 2025. Je crois elle a commencé en septembre 2024. Au début, je voyais passer, un peu comme beaucoup de monde, je pense, les chroniques sous format vidéo sur YouTube. Donc voilà, de temps en temps, j'écoutais la chronique de Pierre-Emmanuel Barré, la chronique de tel intervenant, voilà. Et au bout d'un moment, intriguée, j'ai fini par écouter l'émission complète. Et en fait, je la recommande vraiment, au-delà des chroniques que vous avez peut-être déjà entendues, d'écouter vraiment l'ensemble avec les invités. Ils ont toujours des invités hyper intéressants à qui ils donnent la parole en les laissant parler, ce qui arrive peu à la radio. En tout cas pour ces invités-là, qui sont parfois des personnes qui vont parler de sujets qu'on entend souvent d'un point de vue critique sur d'autres médias. Et voilà, les personnes qui font aussi des blagues, en fait, interviennent pendant l'émission, au moment des questions à l'invité, etc. Donc ça donne un ton assez sympa. Et voilà, donc je conseille cette émission hebdomadaire qui passe donc le dimanche. En général, on peut écouter le replay sur le site de Radio Nova la semaine qui suit. Et après, c'est aussi sur... moi, je regarde sur YouTube, sinon, quand j'ai le courage d'attendre que ça arrive sur YouTube. Et voilà, ma petite recommandation audio. Très bien. Bon, on va finir avec une dernière recommandation. Moi, c'est encore quelque chose à écouter. C'est un livre audio.
Donc j'ai découvert aussi les livres audio cette année parce que, voilà, avec mon fils, c'était pas évident toujours de pouvoir lire. Mais parfois, en le berçant pendant 2 heures, c'est possible d'écouter quelque chose et j'avais pas forcément envie d'écouter encore des podcasts. Donc je suis tombé dans les livres audio. En écoutant celui qui a gagné le prix Goncourt cette année, donc le prix littéraire le plus prestigieux en France, qui s'appelle La Maison Vide, d'un auteur qui s'appelle Laurent Mauvigné, que je connaissais pas du tout, mais qui a déjà écrit une dizaine de romans. Et ce livre audio est lu par un acteur vraiment génial, un acteur de la comédie française qui s'appelle Denis Podalides. Donc bon, c'est souvent le cas avec les livres audio, souvent il y a de très bons narrateurs ou des acteurs, et là voilà, c'est quelqu'un qui a une voix, une prosodie, une façon de parler qui est vraiment super agréable à écouter, donc ça ajoute encore à la beauté du texte. Et La Maison Vide, c'est un narrateur qui fait une enquête sur sa famille en remontant à 4 générations. Et à travers la maison de famille, en fait, la maison de famille qui est là depuis plusieurs siècles, et il utilise certains objets pour essayer de découvrir qui étaient ses ancêtres, et en particulier comment cette histoire a abouti par le suicide de son père quand il avait 46 ans. Donc oui, j'ai pas écouté des trucs très gays cette année, je suis en train de m'en rendre compte. C'est sûrement à cause de la fatigue, je sais pas. Là, je savais pas du tout à quoi m'attendre en écoutant ce roman, j'ai juste vu qu'il avait gagné le prix Goncourt, donc j'ai essayé. C'est vraiment génial, c'est un gros pavé. Quand on dit qu'un livre est un pavé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pages. Il fait 750 pages, donc là en livre audio, je crois que ça m'a pris 20 heures ou quelque chose comme ça. Donc on a vraiment le temps de se plonger dans la vie de cette famille. Ça fait un peu penser à la saga des Rougon-Macquart. Je sais qu'Ingrid t'apprécie beaucoup, donc c'est un peu dans ce style-là, mais en même temps, il a dit qu'il n'avait pas envie de faire un roman en costume, donc c'est pas un roman qui prétend être un roman du 19e siècle. On sent que ça a bien été écrit maintenant, mais il y a beaucoup de détails sur la vie à ces différentes époques, notamment beaucoup à la période Première Guerre mondiale, entre-deux-guerres, Deuxième Guerre mondiale, l'impact que ça a eu sur cette famille qui vivait dans un petit village de Provence. Donc voilà, c'est vraiment super bien écrit, c'est génial, pas super accessible, donc je vous le recommande plutôt si vous avez déjà un niveau C1, C2, parce qu'au niveau du style, il y a des phrases un peu longues et tout ça, mais un très beau roman. Trop bien, je vais le lire. Ou l'écouter, je sais pas, on verra. Anya, tu avais une dernière recommandation ? Oui, j'ai encore une dernière recommandation pour vous, et c'est une série, mais pas n'importe quelle série. Je pense que c'est une série qui s'est beaucoup démarquée cette année, parce que c'est la continuation d'une série culte qui est sortie en 2011, il me semble, qui est intitulée Bref. Bon, maintenant la continuation c'est Bref 2. Je pense que vous connaissez la première partie, non? La première saison, oui. Oui. Voilà. Bon, moi, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Voilà. Moi, par exemple, je suis passée complètement à côté de cette première saison. Je connaissais pas du tout parce que c'était pas encore. Avant, il y avait pas beaucoup de plateformes de streaming, donc c'était un peu moins accessible. Mais oui, encore une fois, c'est un ami qui m'a recommandé cette série, un ami français qui m'a dit tu dois regarder cette série. S'il y a une série que tu dois regarder, une série française que tu dois regarder, c'est celle-ci. Et donc j'ai regardé et j'ai très très aimé. C'est vraiment très très cool, très original. Donc, le personnage principal de cette série, c'est un mec de 40 ans qui, disons, fait face aux réalités de la vie adulte. Donc, les thèmes de la série, les thèmes qui sont abordés, c'est avant tout remise en question personnelle, relations amoureuses, relations amicales, famille, parentalité aussi, rapport au temps qui passe, enfin, plein de sujets difficile. Et bon, il y a plusieurs choses que j'ai aimées dans cette série, mais je pense que la première, c'est surtout le format qui est très intéressant. Donc, dans cette série, vous allez voir, il y a beaucoup de transitions, de mise en scène, des trucages, des effets spéciaux même. Il y a des personnages qui sortent de l'histoire pour
pour juger d'autres personnages, pour conseiller, etc. Bref, c'est très créatif et très inattendu. Et c'est aussi très intense, je vous préviens, c'est très très intense. Même si chaque épisode dure, je pense, environ 30 minutes, mais c'est largement suffisant parce que le rythme est vraiment effréné et très très rapide. Tout va vraiment très vite. Les dialogues sont super bien écrits. Il y a beaucoup de punchlines qui font mouche, c'est-à-dire qui nous touchent juste là où il faut. Et je trouve que tous ces thèmes qui sont abordés que je viens de mentionner, c'est parfaitement, ça résonne parfaitement avec notre époque. Ils sont très universels et aussi il y a beaucoup d'humour dans cette série, beaucoup d'humour absurde que moi j'apprécie particulièrement. Et j'ai bien aimé cet équilibre entre voilà cette profondeur émotionnelle, ces thèmes qui sont difficiles, qui sont sérieux, mais aussi il y a beaucoup de comiques et je pense que c'est très bien équilibré. Et je vous recommande sincèrement cette série. Je pense que c'est une des meilleures séries françaises que j'ai vues. Donc voilà, ma grande recommandation de cette année. T'as gardé le meilleur pour la fin. Yes. Ouais. J'étais en train de me dire, ma recommandation, après, j'aurais mieux fait de la dire avant parce que t'as fini avec quelque chose. Toi, tu l'as regardé aussi, non, la deuxième saison de Bref? Ouais, je l'ai vu, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. D'ailleurs, j'étais un peu sceptique au début parce que la première saison, c'est juste des toutes petites vidéos en fait. C'est plus un format court, rigolo, bien fait, mais qui passait pas un message particulièrement profond ou déconstruit. C'était plus des situations voilà. quotidiennes. Et c'était un peu le point de vue d'un mec un peu banal, pas très attachant. Donc, je me disais, faire toute une série avec des épisodes longs et qui se veulent un peu plus profonds, où on rentre vraiment dans l'intimité des personnages, c'est risqué avec un personnage aussi un peu nul. C'est un mec un peu nul, hein, il faut le dire, le personnage principal. Et en fait, je pense que c'est en 10 ans, il doit y avoir, voilà, c'est ce que tu disais, à peu près 10 ans entre les deux saisons. En fait, le réalisateur qui est aussi l'acteur, j'imagine que c'est lui qui a écrit l'histoire, a dû se rendre compte aussi des problématiques de son personnage et se dire il y a un truc à faire pour aller plus loin sur cette psychologie un peu, cliché, mais finalement qui pourrait parler à tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai que la première saison était vraiment culte. Ça passait sur Canal+, et tous les drôle. Français connaissent Bref. Ça n'a pas super bien vieilli, je trouve que il y a un peu des situations de l'époque. Oui. Mais la deuxième saison a super bien marché aussi. Ouais. En fait, ce qui était vraiment très cool dans la saison 1, c'était le type de narration, quoi. Ça va vite. Les montages très cut. Oui. Voilà. Qui ont été beaucoup repris ensuite. Mais ouais, ils ont fait un truc super pour la saison 2. Je suis d'accord. Ok. Alors toi, ta dernière recommandation, du coup ? Alors en plus, je me suis dit, moi, bonne élève, un livre, un podcast, il faut que je trouve un truc à voir. Et il se trouve que en français, je me suis rendu compte que la seule fois de 2025 où je suis allée au ciné voir quelque chose de français, et c'est là où je reste très cliché, hein, toutes mes recommandations tournent autour de la politique et des infos, c'est pas ma faute, c'est une obsession, c'est le film fait par Mediapart. Donc journal média indépendant d'information et qui notamment sort énormément d'enquêtes pour révéler les secrets des politiques. Et ils ont fait un film sur l'affaire libyenne. Alors comment le dire, c'est monsieur Nicolas Sarkozy, notre ancien président, que vous connaissez très probablement, qui a été poursuivi en justice pour avoir financé une de ses campagnes présidentielles avec de l'argent sale, avec de l'argent fourni par un dictateur, le dictateur libyen, Mouammar Kadhafi. Et donc, Mediapart a beaucoup enquêté sur Nicolas Sarkozy et Nicolas Sarkozy a dit une fois, de toute façon, personne n'y comprend rien pour dire que c'était du grand n'importe quoi. Et Mediapart a pris ça comme un défi et ils ont fait un film
film qui explique vraiment toute l'histoire, donc ça dure pendant des années et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez impressionnant qu'ils réussissent à faire sous format film une explication aussi claire d'une histoire aussi compliquée et c'était avant la condamnation. Entre-temps, Nicolas Sarkozy a été condamné pour cette affaire et il a fait un peu de prison. Et c'est vrai que quand il a été condamné, il a beaucoup été défendu sur les plateaux télé, qui disaient « Ah, mais de toute façon, il n'y a aucune preuve, le dossier est vide, c'est pas vrai ». Alors, quand on a vu le film de Mediapart, je peux vous dire que on sait que, en fait, si, c'est très grave ce qu'il a fait et il y a bien beaucoup d'éléments qui montrent que il était pris il était pratiquement le chef de quelque chose qui ressemblait à de la mafia, quoi. Donc, très bien fait ce film. Et il est passé au cinéma et je pense qu'il est encore accessible quelque part sur le site de Mediapart. Ok, très bien. Donc comme ça, vous avez des choses à lire, des choses à écouter et des choses à regarder. Ok, alors on s'est éternisé un peu sur ces premières parties. Je pense que ça va être l'épisode le plus long de notre histoire, donc on va essayer de terminer assez rapidement en vous parlant plus particulièrement d'Inner French. Et on va commencer par faire le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette année chez Inner French ? Alors, cette année, nous vous avons proposé un peu de nouveautés pédagogiques, plus concrètement, un peu de nouveautés dans nos cours. On a ajouté 5 nouvelles leçons dans notre cours avancé Les visages de Paris. On a réalisé des interviews passionnantes et les thèmes qu'on vous propose dans cette nouvelle partie, c'est par exemple le féminisme et le street art, être étudiant à Paris, la gastronomie française et le café français. Donc vous allez voir, le cours il est vraiment maintenant très très riche en matière, il est très diversifié. Il y a 34 leçons au total et donc vous avez l'opportunité d'entendre plein de spécialistes de différents domaines, approfondir votre vocabulaire, améliorer votre compréhension orale, tout en jetant un coup d'œil à des points de grammaire de ce niveau avancé. Ça, c'est la première nouveauté. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'on a créé un nouveau cours, un cours bonus qu'on a intitulé « Les connais-tu ». C'est un cours qui est un peu différent de nos autres cours parce que il a été fait comme un complément à notre cours intermédiaire, Build a Strong Core. Donc, ce nouveau cours, Les connais-tu, on le propose plutôt aux étudiants de Build a Strong Core ou les personnes qui veulent s'inscrire à ce cours. Et c'est un cours où on vous présente 20 personnalités françaises influentes, donc les personnalités à connaître. Si vous voulez participer dans des conversations avec des natifs, si vous voulez vous sentir que vous êtes au courant de l'actualité culturelle, c'est vraiment des personnalités à connaître. Cette fois-ci, c'est un cours avec des leçons audio, donc on a testé un nouveau format. Et chaque leçon est accompagnée d'un quiz de compréhension pour travailler encore plus votre vocabulaire et votre compréhension orale. Très bien, je pense que là, tu vas donner envie aux auditeurs d'acheter immédiatement. Donc ça, c'était sur les cours, ça nous a pris pas mal de temps, effectivement, toutes ces mises à jour. Et on a aussi bien travaillé sur le podcast cette année. Qu'est-ce qu'on a fait, Ingrid ? Ouais, le podcast, on peut dire qu'on est sur notre rythme de croisière. Cette année, comme c'était le cas l'année dernière, je crois, on a publié un épisode toutes les 2 semaines, donc 2 épisodes par mois. C'est vrai que c'était un objectif. Il y a quelques années, on n'y arrivait pas du tout à avoir cette régularité. Et là... on a pu faire ça régulièrement et donc vous proposer des épisodes variés. On essaye d'alterner entre des épisodes solo d'Hugo, des épisodes solo que je fais ou des conversations. Et ça a l'air de fonctionner puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Il me semble que sur le bilan Spotify, il y avait plus 50% presque d'abonnés. On écoutait, alors ça c'est les statistiques Spotify, mais je pense que sur les autres plateformes c'est à peu près pareil, dans 145 pays.
quasiment dans le monde entier, on peut dire. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est presque. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts en français qui sont écoutés, qui sont aussi écoutés. Donc, cocorico. Ouais, c'est clair. Et en plus, on est souvent dans le top des podcasts les plus écoutés. J'ai vu donc sur Spotify toujours, c'est ceux qui font les super statistiques. C'est pour ça que je les cite. Après, il y a beaucoup de monde qui nous écoute sur d'autres plateformes. Mais là, par exemple, il y a 130 000 personnes qui ont Inner French dans leur top 10 des podcasts les plus écoutés. Donc voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. Je voulais vous faire un petit top des épisodes les plus écoutés, mais en fait, suivant les plateformes, ça change. Donc on n'a pas forcément, et c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, on n'a pas forcément un épisode qui surpasse tous les autres. Vous êtes assez fidèles dans la régularité. Donc ça, c'est vraiment cool et ça nous permet de faire des sujets qui nous intéressent, nous, qu'on aime bien. Et vous êtes nombreux aussi à commenter et on peut suivre aussi vos retours grâce à ça et les prendre en compte. Ouais, effectivement. Et il y a juste 1 ou 2 épisodes où on a failli pas le publier à temps ou on les a publiés un peu en retard. C'est quand tu étais en vacances en général. Et j'étais tout seul, donc voilà, moi j'en profite pour te remercier Ingrid aussi parce que voilà, cette régularité c'est aussi parce que tu es là pour me rappeler à l'ordre de temps en temps. Pour t'engueuler. Et pour m'engueuler, on peut le dire, voilà, je me fais engueuler maintenant. Non, elle le fait toujours avec beaucoup de diplomatie. Pour finir, ce qu'on a fait aussi, c'est que j'ai relancé la newsletter cet été en essayant d'écrire une newsletter par semaine sous un format un peu différent. Donc c'était plus des petites histoires personnelles, des petites leçons comme ça de la vie quotidienne. Ça a assez bien marché. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous aimiez bien ce format. Bon, j'ai pas réussi à le maintenir forcément tout le temps, mais il y en a qui l'utilisent notamment pour faire des petites conversations et qui nous ont demandé s'ils pouvaient avoir accès aux anciennes newsletters parce qu'ils n'étaient pas encore abonnés. Donc on a fait une archive des newsletters sur le site que vous pouvez retrouver tout simplement en tapant innerfrench.com/newsletter. Le mieux, ça reste de vous inscrire, comme ça vous les recevez en temps réel, vous êtes sûr d'en rater aucune. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous le recommande. Et cette année, un des gros chantiers aussi, ça a été de faire une refonte du site internet. Ça veut dire qu'en fait, on a combiné, vous le saviez peut-être pas avant, mais il y avait en réalité 2 sites internet, un pour le podcast et un pour les cours, qui se ressemblaient. Donc voilà, on n'avait pas forcément l'impression que c'était 2 sites différents, mais c'était 2 sites séparés, ce qui faisait que vous deviez avoir 2 comptes, un pour le podcast, un pour les cours. C'était un peu compliqué parfois. Donc là, on a décidé de tout mettre sur le même site et de le réorganiser un peu. Donc voilà, maintenant, normalement, en théorie, c'est plus simple. Bon, la période de transition, il y a eu quelques petits problèmes techniques comme d'habitude, mais là, maintenant, ça fonctionne assez bien. On a changé aussi un peu la page des podcasts en ajoutant des filtres et des choses comme ça. Donc, c'est plus facile d'organiser les épisodes, de chercher les épisodes par thème en fonction de ce qui vous intéresse. Donc, quelques petites nouveautés comme ça qui ont, on espère, amélioré votre expérience avec le site. Et voilà, ça a été un peu ce qu'on a fait cette année. On a plein de projets pour 2026. Je pense que comme l'épisode est déjà assez long, on va peut-être pas vous les dévoiler maintenant. Ça pourrait être le premier épisode de l'année. Je sais pas si on avait prévu quelque chose déjà, mais... Je sais pas, ouais. On verra ce qu'on publie. Mais bon, sachez que voilà, on a plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets pour 2026. On est plus motivés que jamais. Donc voilà, on espère que vous serez au rendez-vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour continuer de nous accompagner, de nous écouter, pour vos commentaires. Ça nous fait toujours super plaisir de vous lire. On vous souhaite une excellente année 2026. Et voilà. Bonne année à tous et encore merci beaucoup. Bonne année, merci.